Il est presque toujours difficile, sinon impossible, de savoir comment et surtout quand les choses ont commencé. Mais lui le savait, à la minute, à la seconde près. Il y pensait constamment, sombre, furieux, comme un homme en pleine force qui se sent soudain miné par une maladie sournoise. Comment l'idée lui était-elle entrée dans la tête? Car il ne s'agissait pas de microbes, il s'agissait d'une idée. Une idée aussi, ça commence par une petite tache de rien du tout, à laquelle on ne fait pas attention. Puis on se met à la regarder de temps en temps, on a l'impression qu'elle grandit, qu'elle s'étend, on s'efforce de la chasser, et c'est un peu comme si on grattait un bouton. Ça grandit toujours plus vite, et un beau jour, on est obligé d'aller sonner chez le docteur. Seulement, pour lui, il n'y avait pas de docteur possible. Cela avait commencé, très exactement, au moment où il écrasait sa signature au bas des lignes dactylographiées de l'acte de vente. « Je mets tous mes prénoms », avait-il demandé au notaire. Monsieur Chave, qui poussait une à une les pièces vers lui. Un seul suffit, avec le nom de famille. Il écrivait gras, massif, de tout son poids. Émile Bouet. Votre paragraphe ici. Encore ici, un dernier au bas de cette page. Voilà, c'était fait. Il relevait la tête et, juste à cet instant, il surprenait un échange de regards entre le notaire et monsieur Larmentiel. Au moment même, il n'y attacha pas d'importance. Il était très content, ou plutôt il était glorieux, car enfin il vivait une minute comme peu de gens en vivent. Est-ce qu'on a déjà vu, à Fécamp, un homme qui a débuté comme mousse à bord d'un de leurs bateaux, pénétrer dans le salon de monsieur Larmentiel? Pas dans le bureau sombre des pêcheries, près de la douane, non. Là, tout le monde y est allé, ne fût-ce que pour la paix. C'était dans la grande maison du quai, dans le vrai salon, et, si Émile s'y trouvait, c'était presque en égal. C'était mieux que cela. Il était l'homme à qui on faisait des amabilités, car il représentait l'acheteur. Il venait bel et bien, en signant son nom d'une encre épaisse, de se rendre propriétaire des deux frères, le meilleur bateau des Larmentiel. Pourquoi monsieur Larmentiel et le notaire Chave se regardaient-ils à la dérobée? Il sembla à Émile que le notaire faisait un clin d'œil qui signifiait « Vous pouvez y aller ». Et monsieur Larmentiel se dirigeait vers la cheminée en disant « Vous fumerez bien un cigare ». Peut-on croire que de pareilles petites choses ont de l'importance? Et pourtant, c'est de cela que tout découle. Il y avait, dans l'angle de la cheminée, plusieurs boîtes de cigares les unes sur les autres. L'armateur en choisit une, la plus large, qui contenait de très gros cigares bagués. Encore une minute incroyable, si on y réfléchit. Avec le vieux Larmentiel, celui qu'Émile avait connu à ses débuts, le père de monsieur François qui était en face de lui, cela aurait été impossible, et même inimaginable. Offrir une prise de tabac à un de ses capitaines, dehors, ou dans le bureau qui sentait la saumure, passe encore. Une fois par an peut-être, à l'occasion d'une pêche tout à fait exceptionnelle ou lors d'un retour miraculeux d'un bateau qu'on croyait perdu. Mais non, ici c'était dans le salon, il s'agissait des meilleurs cigares. François Larmentiel lui souriait d'un air encourageant, et quand Émile eut coupé le bout de son cigare, il lui tendit une allumette enflammée. Or, Émile avait à peine 38 ans, et personne ne l'avait aidé. Au contraire, pourrait-on dire. La vie avait été aussi vache que possible avec lui. Un père qui était peut-être bon pêcheur, mais qui n'était jamais à terre, parce qu'à peine débarqué, il avait déjà bu toute sa part. Une mère qui travaillait à l'usine de conserve et qui gémissait parce qu'elle était d'un bout de l'année à l'autre couverte de furoncles. Eh bien, c'était lui, Émile, qui venait d'acheter le meilleur bateau des Larmentiel et qui se trouvait chez eux. C'était à lui qu'on disait de s'asseoir dans un fauteuil doré. À lui encore que le notaire demandait après un nouveau regard à François Larmentiel « Toujours pas marié ?» Cela le fit rougir, à cause de Fernande. À ce moment-là, il ne comprenait pas encore.
Il se demandait pourquoi le notaire lui posait une pareille question, alors que tout le monde, à Fécamp, savait qu'il était avec Fernande. Ne s'en était-il pas assez vanté lui-même? Plus tard, tous ces détails allaient lui revenir. Il faisait gris. 3 fenêtres donnaient sur le quai où il y avait des wagons en déchargement. Un morutier qui était arrivé la veille du Groenland. Il y avait de grands rideaux aux fenêtres, et le salon sentait un peu le renfermer. Le notaire, M. Chave, était un personnage qu'Émile avait toujours considéré comme extrêmement sérieux. Un de ces êtres à qui un homme comme lui ose à peine adresser la parole. Or, voilà que M. Chave avait une expression à la fois familière et un peu équivoque. Un drôle de sourire aux lèvres. « Un beau morceau de femme, hein ?» prononçait-il. Et après, où voulait-on en venir? Fernande, bien sûr, était la plus belle femme de Fécamp, et même d'ailleurs. Tout le monde le savait aussi, et tout le monde savait d'où elle sortait, où il l'avait prise. À la maison publique. On aurait dit que François Larmentiel, avec ses airs discrets de gentilhomme déplumé, attendait quelque chose, laissait à son comparse le soin de faire les premiers pas. Vous voilà un homme important, à présent, Bouet. Quel âge avez-vous au juste? Or, le notaire le savait, son âge, puisqu'il venait d'inscrire sa date de naissance sur l'acte de vente. 38. Vous n'avez pas envie de vous marier? Tout cela sonnait faux. Il en était sûr maintenant. C'était une scène préparée et les acteurs jouaient plus ou moins bien leur rôle. Pas avec Fernande, évidemment. Du moins, je suppose que vous n'avez pas l'idée d'épouser Fernande. Il dit non, entre ses dents, parce qu'il n'avait pas encore l'habitude, parce qu'il était impressionné. Et, gauchement, il tirait des bouffées de son cigare. Autour de François Larmentiel de plaisanter. Il paraît que ça ne va pas toujours très fort, elle et vous. Il la rossait. À quoi bon en parler, puisque c'était de notoriété publique? Il la rossait chez lui, et elle gueulait si fort que tout le quartier en était alerté. Il la rossait dehors, aussi bien au café que dans la rue. C'était une garce, la pire des garces. Elle le trompait, c'était plus fort qu'elle, avec n'importe qui. Et il cognait, peut-être parce qu'il était jaloux, peut-être simplement par orgueil, pour qu'on dise « Émile a encore flanqué une de ses tournées à Fernande ». Cela durait depuis 5 ans. Cela avait commencé à une époque où l'idée ne lui serait pas venue à l'esprit qu'un jour il peut être propriétaire d'un chalutier à moteur. Il n'était qu'Émile, alors, un des meilleurs patrons pêcheurs, un des plus costauds, un bagarreur. Fernande était déjà célèbre. On allait au bobinard rien que pour elle. On s'y battait. Il y était allé comme les autres, et il leur avait joué le bon tour d'emmener Fernande, de la garder pour lui tout seul, si l'on peut dire. Vous ne comptez pas prendre une autre maison? Il sentait confusément que les 2 hommes avaient leur idée, mais il n'y attachait pas d'importance. Et il répondait avec une certaine naïveté, car au fond il était aussi naïf que malin, peut-être bien que oui. Il habitait une petite maison étroite de la rue d'Étretat, 4 pièces, 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier. Tantôt, c'était propre comme une maison hollandaise, quand l'envie en prenait à Fernande, tantôt au contraire, on y vivait comme des cochons dans un désordre impossible. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer, une maison toute en pierre, sur le quai, pas loin d'ici. Je ne dis pas non, on verra. Ils échangeaient encore un regard. Monsieur Chave, tout en noir, avec un plastron très blanc et une cravate montée sur un appareil, fumait un cigare, cependant que François Larmentiel se contentait d'une cigarette. Peut-être par économie. Il était aussi grand que feu son père, légèrement voûté, le front dégarni. Il ne s'habillait pas comme les autres armateurs, en gros drap bleu, avec des bottes ou des galoches, mais plutôt comme les châtelains des environs. D'ailleurs, il possédait un petit château du côté de Crichton, et on prétendait qu'il y avait installé une femme, une étrangère, qu'on apercevait parfois dans le parc et qui ne mettait jamais les pieds à Fécamp. Sa femme légitime,
Madame Larmentiel était là-haut, dans son appartement, impotente depuis déjà des années. C'était son visage flou qu'on voyait toujours à une des fenêtres, encore estompé par les brise-bises, en passant sur le quai. Au fait, lançait soudain Larmentiel, et Émile resta toujours persuadé que c'était le notaire Chave qui avait donné le signal. Si nous buvions quelque chose. Un acte de vente, ça s'arrose, n'est-ce pas, Bouet? Il ouvrit la porte à bouton de cuivre bien astiqué, disparut un moment, revint. On nous sert tout de suite. Depuis qu'il était né, Émile avait entendu prononcer le nom de Larmentiel, non pas comme un nom ordinaire, mais comme celui de quelque divinité. Les syllabes en devenaient différentes de toutes les autres syllabes. La maison du quai des Belges n'était pas non plus une maison comme une autre. Tout enfant, il la regardait en passant un peu comme on regarde une église. Du temps avait coulé, certes. Le vieux Larmentiel, celui à qui il arrivait de donner à ses capitaines des coups de sa canne d'ébène, était mort. Monsieur Edmond, le fils cadet, était quelque part en Océanie, à Tahiti, disait-on, où il vivait presque nu avec les indigènes. Les anciens bateaux, les plus vieux, l'Ardent, le Sans Entrave, à bord desquels le père d'Émile avait fait le hareng pendant tant d'années, pourrissaient au fond du bassin. On prétendait en ville que le château de Cric était hypothéqué, et que les 4 derniers bateaux se vendraient à leur tour. C'était la maison Larmentiel quand même, et c'était François Larmentiel, Monsieur François, qui se tournait vers la porte au moment où celle-ci s'ouvrait. C'était lui qui prononçait avec un curieux sourire, qui n'était qu'un étirement des lèvres. « Vous connaissez ma fille Claude. Émile Bouet, qui vient nous acheter les 2 frères. Un garçon qui ira loin, s'il prend la peine de continuer. » Émile était gêné. Il ne savait pas comment se tenir. Il la connaissait aussi, certes, pour l'avoir vue passer dans la rue, au volant de sa voiture. « Mademoiselle, qu'est-ce que tu vas nous servir, Claude? Un vieux calvados, Bouet? Et vous, Chave? » À vrai dire, il ne se passa rien d'autre. La jeune fille les servit, jouant son rôle de maîtresse de maison, avec une souriante indifférence. À 2 ou 3 reprises, elle lança au marin un regard curieux, peut-être un peu étonné. Se rendait-elle compte, elle aussi, qu'il y avait autre chose? Émile, lui, ne put plus en douter que le notaire Chave, sortant avec lui, faisant avec lui quelques pas sur le trottoir, lui prit le bras avec une familiarité inattendue et murmura, en aîné qui donne un beau conseil et qui sait ce qu'il dit. « Croyez-moi, mon ami, il y a des situations qui ne peuvent pas durer. Laissez tomber. » Sans prononcer le nom de Fernande, bien entendu. Mais à quoi pouvait-on penser d'autre? Voilà où Émile en était exactement à 6 heures du soir, tandis que, de sa démarche lourde, il suivait le quai des Belges. Un peu mal à l'aise, alors qu'il s'était promis tant de joie et surtout tant d'orgueil de cet après-midi-là. Pourquoi l'avoir mis ainsi en face d'un problème qu'il s'était toujours défendu d'examiner à fond? Il y avait 2 cafés, à moins de 30 mètres l'un de l'autre. Son café, c'était le premier, chez Léon, toujours plein, toujours bruyant, le café des pêcheurs et des matelots. Il ne passait pas de jour sans aller s'y asseoir. L'autre, plus loin, moins éclairé, plus feutré, était évidemment ouvert à tout le monde, puisque c'était un café, mais il était bien rare de voir un simple pêcheur, voire un patron pêcheur, en pousser la porte à vitre dépolie. C'était le rendez-vous des armateurs, des constructeurs de bateaux, des marchands de moteurs et d'huile lourde. Il n'y était jamais que 5 ou 6 ensemble, à fumer paisiblement, à bavarder sans fièvre et parfois à faire une partie de cartes sur un petit tapis rouge. Il aurait dû entrer chez Léon, et, en passant devant, il savait bien qu'il avait tort, qu'on s'attendait à le voir arroser son nouveau bateau, car tout le monde était au courant. Or, il passa, et, comme par défi, poussa la porte des goélands, resta un moment debout sur le seuil, à regarder les visages à travers la fumée des pipes et des cigarettes. Chez Léon, son entrée aurait été saluée par des cris
et il aurait été le grand homme. Ici, on l'observait en silence, et un instant il fut tenté de s'en aller. Mais cela aurait ressemblé à une retraite, et il fit quelques pas en avant, toucha sa casquette de drap bleu à galons noirs. « Bonsoir, la compagnie. » Il s'assit, les jambes écartées, déboutonna sa veste sous laquelle il portait un chandail bleu. « Un calvados, ma petite. » C'était sa place. Logiquement, maintenant qu'il était armateur comme les autres, c'était ici qu'il était à sa place. Il les connaissait tous. Il avait navigué pour plusieurs d'entre eux. Il leur eût été facile de l'accueillir, de manifester une sorte de confraternité. Simplement, à son entrée, de reculer un peu leur chaise pour lui faire place à leur table. Ils reprenaient leur conversation comme si de rien n'était. Si bien qu'il était tout seul, et d'un geste, ayant vidé son verre, il en commandait un autre tandis que son front se plissait. Pourquoi l'idée lui vint-elle que c'était à propos de Fernande qu'on lui battait froid? À cause du notaire Chave, à cause aussi de François Larmentiel et de leur manigance. Il y avait bien 10 minutes qu'il était là, enfoncé dans sa mauvaise humeur, quand Mignolet, le voilier, se tourna à moitié vers lui et questionna. « Quand est-ce que tu armes ?»« La semaine prochaine. » Cela aurait pu être l'amorce d'une conversation générale, mais on la laissa tomber. Pour un peu, il eût frappé d'un formidable coup de poing la table de marbre, qui sentait le calvados, et il leur eût crié « Attendez voir seulement que je vous apprenne à vivre. Ah, vous me trouvez encore trop nouveau. Ah, ça vous scandalise que je vive avec une putain comme Fernande. Eh bien, si ça vous fait plaisir, c'est le gendre de François Larmentiel, parfaitement, le mari de mademoiselle Larmentiel, qui viendra s'asseoir ici avec vous. Oui, messieurs, pas plus tard qu'il y a une demi-heure, on m'a pour ainsi dire offert sa main. » Ce n'était pas tout à fait exact, et cependant il sentait qu'il n'était pas loin de la vérité. Pourquoi pas? François Larmentiel était un mou, certains disaient un dégénéré. Dans 3 ans, dans 5 ans, il ne posséderait plus un seul bateau. Tandis qu'avec un homme comme lui, Émile, dans la maison... Un calvados, ma petite. Il avait l'habitude de boire, et cela ne faisait que donner plus de force à ses pensées. Il avait chaud à la tête surtout. L'atmosphère de ce café auquel il n'était pas habitué lui pesait aux épaules, comme ce demi-silence équivoque qui l'entourait. « Tais-toi !» Il se levait, il passait près d'eux. Il touchait encore une fois sa casquette, avec une moue de mépris, et il tournait le bouton de la porte. « À la revoyure, » pensait-il. « On se retrouvera, n'ayez pas peur. Et alors, vous serez bien contents, tous tant que vous êtes, d'avoir Émile à votre table. »« Émile ! Hé, Émile !» Il était devant chez Léon, et la porte s'ouvrait. Des camarades l'appelaient. « Alors, ça ne s'arrose pas, dis ?» Il entra, lourd et large, aussi large que l'encadrement de la porte, bien campé sur ses jambes solides, et là il se sentit fort à abattre n'importe qui d'un coup de poing. « Ça s'arrose !» laissa-t-il tomber. Puis, au patron, « Vas-y Léon, pour tout le monde, ce qu'ils voudront. » Ici, il était le grand homme. Il avait encore aux lèvres un bout du cigare donné par Larmentiel. Il le cracha, l'écrasa sous son talon, et son regard rêveur errait autour de lui sur les glaces ternes, sur les inscriptions à la craie, sur les visages burinés des hommes dont il avait été. « Dis donc, maintenant que te voilà riche. » Il sourcilla. Il sentit qu'on allait encore lui parler de Fernande, et son regard devint dur, menaçant. « Continue. » L'autre battait en retraite. « Je ne sais plus ce que je voulais dire. Simplement que te voilà armateur, à présent. Dis ce que tu pensais. Je te jure, tu pensais à Fernande, hein ?» Il les fixait les uns après les autres, buvait son verre sans les quitter de regard. « Si quelqu'un me parle encore de Fernande, je lui casse la gueule. À boire, patron. » Il buvait comme dans ses mauvais jours, petit verre après petit verre, d'un trait.
Quand est-ce que tu armes? Je n'en sais rien. Cela ne les regardait pas. Cela ne regardait personne. Qu'est-ce que les gens avaient soudain à s'occuper de ces affaires? Il garderait Fernande, ou il la flanquerait à la porte. Cela ne concernait que lui, s'il lui plaisait d'épouser la fille de l'Armentiel. Mais, d'abord, il ne pourrait jamais flanquer Fernande à la porte. Ce sont des choses qu'on dit, mais qu'on est incapable de faire. Et, ça aussi, tout le monde le savait. Dans un petit port comme Fécamp, les gens connaissent toutes vos affaires, et ils ont l'air de croire que ce sont les leurs. D'abord, il l'avait déjà flanqué à la porte, Fernande. Et pas une fois, 10 fois, 50 fois peut-être, chaque fois qu'il était saoul. Il rentrait et il la trouvait dans son lit, comme chez elle. Elle, dont la place était au bobinard. Et alors il la rossait, il la secouait, il la poussait dehors, jusqu'à l'envoyer rouler au milieu de la rue. Il lui lançait ses affaires par la fenêtre. Il gueulait « Ne t'avise pas de remettre tes pieds ici, fumier !» Et après. Le lendemain, il n'en avait pas moins besoin d'elle, parce que c'était la plus belle garce de la terre, et justement parce que c'était une garce, parce qu'on pouvait lui crier des injures, la battre, la piétiner. « T'as été rien vache, mon gros !» disait-elle en rentrant. « La prochaine fois, je ne me laisserai pas faire. » Elle levait sa robe pour montrer des bleus sur sa peau satinée, une peau comme n'en avait aucune autre femme, plus blanche, d'un grain plus fin que n'importe quelle peau. Voilà ce qu'ils pensaient tous, ici et dans le café voisin. Celui des singes qui ne daignaient pas lui faire une place à leur table. Ce que pensait aussi le notaire, et cette nouille aristocratique de l'Armentiel. Il était collé avec Fernande, et bien collé. Les femmes en cheveux, sur leur seuil, quand ils passaient, devaient chuchoter. Dommage qu'il soit avec une femme pareille. La flanquer à la porte. Tous se disaient qu'il devrait la flanquer à la porte. Surtout maintenant qu'il était propriétaire d'un beau chalutier à moteur. Il savait si bien ce que les gens pensaient de lui, jusqu'aux matelots qui étaient là à boire sur son compte. Il n'aura pas le cœur de la quitter, il l'a dans la peau. Elle n'a qu'à venir balancer les hanches autour de lui, et il est à nouveau pincé. Elle coucherait avec toute la ville devant lui qu'il irait pleurer pour qu'elle lui revienne. On lui avait gâché sa belle journée. Il buvait, il pensait, il choquait son verre contre d'autres verres, et il leur en voulait à tous. Mais c'était l'Armentiel qui avait commencé, pas le notaire. Le notaire avait parlé, seulement c'était l'autre qui lui avait fait signe. C'était combiné d'avance. Parbleu, on voulait le marier à la demoiselle, encore une qui n'était pas facile à tenir. On n'en racontait pas autant sur son compte que sur celui de Fernande, parce que cela ne se passait pas toujours en ville, parce que les gens bien élevés sont plus discrets, qu'ils font leur coup en cachette. Combien de fois avait-on prétendu qu'elle était fiancée? Et c'était sans doute vrai, mais au dernier moment, ça ratait invariablement. Quand les hommes s'aperçoivent qu'elle est aussi chaude, ils se méfient. Et pourtant, en apparence, c'était une jeune fille comme les autres. Pas très jolie, pas vilaine non plus, avec des yeux rieurs et plutôt candides. Pourquoi? Oui, pourquoi lui avait-on mis cette idée-là dans la tête? S'il le disait, personne ne le croirait. On prétendrait qu'il se faisait des illusions. Et pourtant il était sûr. Il faudra venir nous revoir de temps en temps. Quand il aura mis Fernande à la porte. Oui, messieurs, il avait compris. Il avait fort bien compris. Émile n'était pas un imbécile. T'as pas l'air gai ce soir. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Ça commençait à le chatouiller de se bagarrer, et savait que cela finirait comme cela, qu'il suffisait de quelques verres encore. À propos, t'as pas vu Fernande? Qu'est-ce que tu lui veux à Fernande, hein? Moi? Il y a longtemps que je ne lui veux plus rien. Ça signifie. L'autre recula devant les gros poings d'Émile. Ça signifie? Comme si on n'avait pas compris. Le coup partit. Des chaises furent renversées. Émile était trop lucide pour que cela dégénère en vraie bataille, comme il en éclatait certains soirs. Il n'avait frappé qu'une fois et il s'en repentait.
il n'y avait pas trouvé le soulagement espéré. « T'en veux encore ? Parce que j'ai mieux de dire tout de suite que tout ce qu'on pourra raconter sur Fernande me laisse froid. Une fois pour toutes, compris ? Froid comme ça. » Et il frappa de sa main plate sur le marbre visqueux d'une table. « Et d'ailleurs, Fernande... » Il s'arrêta net et se regarda dans la glace, surpris lui-même de la gravité subite de son expression, de l'air sournois que venait de prendre son visage. À ce moment-là, il eut peur. « Je te dis de me donner à boire, Léon. » Il était peut-être 11 heures du soir, peut-être minuit. Il restait le dernier dans le petit café, et Léon essayait de lui faire comprendre qu'il était temps d'aller se coucher. Émile s'obstinait, la langue pâteuse, le regard tantôt vague et tantôt trop fixe, effrayant. « Je te dis de me donner à boire. Un jour, peut-être que tu comprendras. Ce soir, vois-tu, ce soir... » Non, il ne fallait pas en dire davantage. Surtout, pas un mot de plus. Il valait mieux s'en aller se coucher, mais il n'en avait pas le courage, parce qu'il avait peur. Cela lui était venu tout à l'heure, après le coup de poing, au moment précis où il s'était vu dans la glace. Une idée lui était venue, soudain. Elle l'avait comme traversée, aiguë, dure, méchante, terrible. Fernande. Eh bien, Fernande... Il n'osait même plus le penser. Il ne fallait plus de Fernande dans sa vie, voilà. C'était fini. Fini. Cela, il l'avait peut-être senti avec une telle force. D'où cette idée lui était-elle venue, mon Dieu? Il l'avait senti avec une telle force que c'était comme déjà fait. Plus de Fernande. Alors seulement cela vaudrait la peine d'avoir accompli tout l'effort qu'il avait accompli. On rigolait, c'est entendu. On le félicitait d'avoir réussi. On en parlait comme d'un miracle. Or, il n'y avait pas de miracle. C'était lui, c'était son effort, l'effort de tout son être, de ses muscles, de sa tête, de sa volonté, l'effort de presque 40 ans de vie d'homme. Et il était entré dans la maison des Larmentiel, et on l'avait reçu dans le salon où on lui avait allumé son cigare. Il n'avait plus qu'un mot à dire, un geste à faire, pour que les imbéciles du café d'à côté se bousculent à son entrée pour lui donner la meilleure place. Vois-tu, mon vieux Léon, ce sont tous des imbéciles. Le pauvre Léon, qui tombait de sommeil, approuvait prudemment. Des lâches. Mais oui. Qu'est-ce que c'est, un lâche, à ton avis? Ma foi, avoue que tu n'en sais rien. Je vais te le dire, moi. Un lâche, c'est quelqu'un qui n'a pas le courage d'aller son chemin. Il ricanait. Ne te fais pas mal à la tête. Tu n'y es pas du tout. Un lâche, est-ce que tu crois que je suis un lâche, moi? Il frappait sa forte poitrine de son poing fermé, et Léon niait farouchement. Si tu savais ce que ce type-là a pu me faire du mal. Léon ne demanda pas de quel type il s'agissait. Il avait l'habitude des ivrognes, et il ne les contrariait jamais. T'as couché avec Fernande? Léon dit non. Tant pis pour toi. Au fond, t'es un lâche aussi. Car t'en as eu envie, comme les autres, mais t'as pas osé. À cause de ta femme, je parie. Avoue que t'as pas osé. Du moment que c'est la femme d'un ami, je te défends de dire que c'est ma femme, t'entends? Ma femme, quand on pourra parler de la femme à Émile. Il se leva et balaya les verres d'un geste de la main. Qu'est-ce que je te dois? On verra ça demain. Parce que je suis trop saoul. J'ai compris. Retiens bien ce que je t'ai dit. Un lâche. Il se regarda encore une fois dans la glace, et son sourire était menaçant. Il resta là à se contempler avec complaisance, comme quelqu'un qui veut faire peur. Tous, autant qu'ils étaient chaque jour à le guetter. Derrière les portes, derrière les rideaux, le notaire, l'Armentiel, les singes de l'autre café, les matelots, les femmes en cheveux, et jusqu'à la marmaille des ruelles. Il n'osera pas. Un homme comme lui, une fille comme Fernande, il la bat, et puis,
ce sera toujours la même chose. Il irait la rechercher à l'autre bout du monde. Il passa la main dans ses cheveux drus, chercha sa casquette qu'il posa de travers sur sa tête, en se regardant toujours dans le miroir. « Salut Léon, ne te tracasse pas. »« Je ne me tracasse pas. Bonne nuit, Émile. Demain... »« Demain, ça ira mieux. C'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas, Andouille ?» Et Léon, qui accrochait ses volets, l'entendit qui ricanait encore le long du quai. Il plut presque tous les jours, pendant cette quinzaine-là, avec un ciel qui courait bas, une mer grise, moutonneuse, et du vent de suroît. Quand bien même il y avait une éclaircie de quelques heures, le pavé des quais, toujours gluant de poissons, n'avait pas le temps de sécher, et les bottes des pêcheurs traçaient des sillons mouillés dans la sueur des cafés. Pas un seul soir peut-être, Émile ne se coucha sans être plus ou moins ivre, d'une ivresse méchante, sourcilleuse, lourde de rancœur. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est qu'il s'enivrait tout seul, dans son coin, exprès. Ce qu'il y avait de plus extraordinaire encore, c'est qu'au matin, en se levant, il retrouvait ses fantômes. Pas tout à fait ceux du soir. Quelquefois Fernande était levée, d'autres fois pas, car il lui arrivait de rester couché beaucoup plus tard que lui. D'habitude, c'est ce qu'il préférait. Comme tous les marins, il aimait assez préparer son déjeuner, et, au besoin, allumer le feu. Dans son sommeil, elle était extraordinaire. Elle dormait n'importe comment, plus ou moins nue, en travers du lit, ou une jambe pendante. Et c'était alors, le corps chaud et moite, les lèvres renflées, les paupières closes, qu'elle était le plus magnifiquement femelle. Pourquoi, ces temps-ci, s'obstinait-elle à se lever la première? Il la trouvait dans la cuisine, en peignoir, en pantoufles, ses cheveux roussâtres sur la figure. Était-ce un hasard? Était-ce lui qui se faisait des idées, en remarquant ou en croyant remarquer que depuis le jour de l'achat du bateau, elle avait une drôle de façon de l'observer? Il était de mauvaise humeur. On se lève toujours de mauvaise humeur quand on a trop bu la veille. Il questionnait durement « Qu'est-ce que t'as à me regarder ?»« Moi ? Rien, je ne te regarde pas. » Or, cela, ce n'était pas leur ton habituel. D'habitude, s'il grognait, elle grognait. S'il gueulait, elle gueulait plus fort que lui. On aurait dit qu'elle filait doux, qu'elle avait quelque chose sur le cœur. Peut-être qu'elle avait peur de lui. Elle ne pouvait pourtant pas avoir deviné. Il n'avait rien dit à personne. Ivre, elle gardait assez de lucidité pour s'observer. Il savait que les femmes ont des dispositions pour deviner, mais à ce point-là, alors qu'il s'agissait de choses qu'il avait à peine osé penser, cela aurait tenu du miracle. Déjà de cela, il lui en voulait, et du reste, de cette maison qui sentait le pauvre, de cette vie qui ne ressemblait pas à la vie des autres. C'était lui qui l'avait voulu. Et puis après, était-ce une raison pour que cela dure toute une éternité? Il ne formait pas un ménage. Rien ne se passait comme dans un ménage, mais plutôt comme entre une femelle et un mâle dans la forêt. C'était sa femelle. Il la prenait, ou il la battait. Ils s'en allaient chacun de leur côté, se retrouvaient, se reniflaient, essayaient leurs griffes l'un sur l'autre. Et, ce qu'il y avait de terrible, c'est qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Alors, à quoi bon l'effort qu'il avait fait? Il était gentil avec elle, exprès, pour qu'elle ne se doute de rien. Cela lui faisait mal de lui mentir.
Il disait des mots, comme en l'air, en sachant bien ce qu'ils signifiaient en réalité. Il me semble qu'il y a longtemps que tu n'as pas vu ta mère. Car Fernande avait une mère à la campagne, près d'Orléans, une vieille femme de qui elle avait toujours une photo dans son sac. Tu ne crois pas que tu devrais aller voir ta mère? Peut-être, un de ces jours. Il avait honte. Il en était malade. Il enfilait ses bottes, son ciré, il gagnait les quais à pas lourd, et il traversait 3 chalutiers pour atteindre les 2 frères, amarrés en 4e position, dans le bassin à flot. Avant cela, il entrait chez Léon, ou dans un autre cabaret pour boire 1 ou 2 cafés arrosés, avec rincette, double rincette, et comme les autres, à cette heure-là, il était parfumé d'alcool chaud. À quand la première sortie, Émile? Bientôt. Les tôles du bateau étaient noires, mouillées, glissantes. On l'attendait, tantôt un mécanicien, tantôt le cordier, tantôt le charpentier ou le peintre. Juste en face, sur le quai, il y avait la large maison des Larmentiel, avec ses rideaux qui empêchaient la vie de sourdre au dehors. Il avait l'œil à tout. Il discutait de tout. 10 fois par jour, il enjambait les bastingages et gagnait un bistrot du quai avec l'un ou l'autre des fournisseurs et il buvait ferme, sans un éclat de gaieté dans les prunelles. Bien des fois, quand ils se battaient comme des bêtes, quand parfois ils roulaient tous les 2 par terre en essayant de se mordre, Fernande lui avait dit « Un jour, tu me tueras ». Mais ce n'était pas à ça qu'elle pensait. C'était à ses crises de jalousie, au moment où il voyait rouge et où il cognait sans plus se rendre compte de sa force ou de l'objet qu'il avait à la main. Il avait toujours pensé, lui aussi, que cela finirait un jour. Ainsi ou autrement. Il se disait « quand je voudrais ». Et il ne voulait jamais. Ou bien, quand il voulait, il n'en avait plus le cœur. Or, maintenant, c'était fini. Dès le matin, en voyant Fernande dans la cuisine, il pensait qu'il allait se débarrasser d'elle. Il savait déjà comment. Il envisageait les choses presque froidement. C'était le plus terrible. C'était ça, ces fantômes du matin. Alors, à mesure que la journée s'écoulait, qu'il buvait des petits verres, puis des apéritifs, puis encore des petits verres, qu'il parlait à Pierre et à Paul, et qu'il jouait à bord son rôle de grand patron, ses idées perdaient cette netteté, cruelle comme certains ciels d'hiver. La pluie lui lavait le visage. Tout était mouillé, ses vêtements et ce qu'il touchait. Tout avait un goût de sel et de marée, et son regard comme ses pas devenait plus lourd. C'était à lui qu'il se mettait à penser, au petit Émile, qui n'était rien du tout qu'un gamin des rues, et qui était devenu, à la force des poignets, un véritable armateur. Il s'attendrissait, il s'admirait. Il regardait la maison d'en face, derrière une des fenêtres, de laquelle on devinait la silhouette douloureuse de madame Larmentiel. Est-ce que Larmentiel n'avait pas compris, lui, qu'il devait encore monter plus haut? Et le notaire Chave? Est-ce que lui-même n'avait pas toujours senti confusément que c'était cette maison-là, ou une autre pareille, qu'il finirait par habiter? Sinon, à quoi bon les efforts qu'il avait fournis au lieu de se laisser vivre comme les autres? Il rentrait manger. Fernande était dans une de ces périodes de bonne ménagère. Il lui en voulait de cela aussi. Il l'épiait. Elle l'épiait. Cela le rendait furieux. Mais il ne voulait pas le laisser voir. Par prudence. Parce que sa décision était prise. Tu n'es pas sorti? Non. Tu n'as pas écrit à ta mère? Pas encore. Est-ce que, oui ou non, tu comptes aller la voir? Elle haussait les épaules. Son insistance était maladroite. Elle commençait à se demander où il voulait en venir. T'as envie que je m'en aille? T'as peut-être besoin de vacances. Le tête-à-tête, dans ces conditions-là, devenait insupportable. D'ailleurs, il n'avait jamais connu les longs tête-à-tête des autres couples. Leur liaison, leur collage, c'était le mot le plus juste, n'était pas un collage comme les autres. On ne pouvait pas toujours dire s'ils s'aimaient ou s'ils se détestaient.
Elle s'en allait parfois rôder des 3 jours et plus, quand ça la prenait. Puis un beau soir, il la retrouvait à la maison en rentrant, sachant bien qu'elle allait être rossée à en rester au lit 48 heures, avec des bleus sur tout le corps. Ce n'était pas possible de la mettre à la porte. Ils se retrouveraient. Tant qu'ils existeraient tous les deux, ils se retrouveraient. Voilà pourquoi le soir, quand il avait bien bu, il ne lui en voulait pas. Au contraire, il s'attendrissait sur elle. Et ce qu'il détestait, c'étaient les autres, les Larmentiel, les Chaves. C'était le monde entier qui l'obligeait à faire ce qu'il allait faire. Car on l'y obligeait. Sans cela, sa vie n'aurait pas de sens. Est-ce que les singes du café des goélands ne l'observaient pas avec ironie, en se disant chaque jour « ce sera peut-être pour demain ». Il en arrivait, oui, il en arrivait à croire que toute la ville était au courant, que toute la ville attendait ça, qu'on l'épiait avec des yeux goguenards, en disant « il le fera ». Il n'aura pas le cœur. Il l'avait. Et la preuve, c'est qu'il pensait à tous les détails. La preuve, c'est qu'il en revenait sans cesse sur la visite à la mer. Seulement, la garce flairait un danger. Elle résistait. « Pourquoi tiens-tu absolument à ce que j'aille voir ma mère? Tu n'es pas encore assez cocu, que tu m'envoies dehors? T'es bête, cette pauvre femme. » À force de vouloir agir avec intelligence, il en devenait maladroit, et il le sentait. Cela le vexait. Il s'obstinait quand même. « J'irai voir maman quand tu seras en mer, puisque tu fais la première sortie. » La première campagne du hareng. Une campagne d'1 mois, sur les côtes de Norvège. Je te mettrai dans le train avant de partir. Comme ça, je serai sûr que tu ne traîneras pas avec tous les hommes d'ici. La veille de l'embarquement. C'était plus plausible. Elle venait de lui tendre la perche. « Je comprends maintenant, » disait-elle. « Eh bien, si tu y tiens, je prendrai le train la veille. » Le jour fut fixé. On levait l'ancre le mercredi à la marée du matin. Elle partirait donc le mardi. 6 jours à attendre, à ressasser sans cesse les moindres détails. 6 jours à s'agiter sur le pont des 2 frères, et à boire des petits verres avec tout le monde, à regarder la maison des Larmentiel qui deviendrait sa maison. Il avait pitié de lui. L'impression ne le quittait pas qu'on lui avait mis sur les épaules un fardeau écrasant. Mais il ne voulait pas se dégonfler. Est-ce qu'il s'était jamais dégonflé? Est-ce que quelqu'un, à Fécamp, aurait osé venir lui dire en face « Émile, tu t'es dégonflé ». Jamais. Même s'il devait en crever, il ne se dégonflerait pas. Il était un homme. Tout gosse, simple mousse, il se serait laissé battre jusqu'à l'évanouissement plutôt que de se dégonfler, et son père en savait quelque chose. Plusieurs fois, il vit François Larmentiel qui sortait de chez lui pour gagner ses bureaux. Chaque fois, il se tournait vers le bateau et adressait à Émile un signe comme encourageant. Il ne pouvait pas rester avec Fernande. Donc, il avait toujours beaucoup bu, dès le matin. Café arrosé, fil en 6, rincette et re-rincette, comme la plupart des marins du pays. Maintenant, du matin au soir, du soir au matin, il avait la tête lourde, l'œil un peu fixe, mais il ne perdait pas son sang-froid, jamais. Il pensait. Il ne fallait laisser aucun détail au hasard. C'est ainsi qu'il prit l'habitude d'aller poser des casiers à homards à 1 mille à peine déjetés, au milieu de la falaise d'aval. Il se faisait accompagner par le vieux Pierre, et déjà il avait son idée. Le jour approchait. Fernande ne se permettait pas la moindre fugue. Cela lui arrivait ainsi de rester 1 semaine et plus sans sortir, sinon pour faire son marché dans les boutiques voisines. Elle ne s'habillait pas, elle tripotait un peu le ménage, puis elle se couchait sur le lit, et pendant des heures, elle lisait de gros romans populaires au papier rugueux, qu'elle échangeait dans une librairie de la rue d'Étretat. « Tu te crois toujours au claque ?» lui disait-il alors. N'était-ce pas ce qu'il avait voulu? Elle se fit aussi une robe pour aller voir sa mère. Par la fenêtre, elle appelait une voisine pour la lui essayer,
et il les trouvait toutes les deux avec des épingles entre les lèvres, entourées de bouts de tissu. Il était malin comme un singe. Sa mère lui répétait déjà quand il était petit « T'es trop malin pour être honnête ». Il le prouvait avec l'histoire du vieux Pierre. Ce n'était pas pour rien qu'il l'avait choisi comme compagnon pour aller le soir relever les casiers. Car il y allait le soir, sous prétexte que le matin il avait du travail à bord. Le vieux Pierre, qui les accompagnait dans la campagne du Hareng, habitait Benouville, un petit village sur la falaise à 10 kilomètres de Fécamp. La veille du départ, il irait chez lui, comme c'est la règle, pour aller chercher ses effets et ses vivres. Il y avait aussi le billet de chemin de fer. Émile n'en parlait pas. Il attendait. De tout, c'était le plus terrible. Attendre, ne faire chaque chose qu'à l'heure qu'il l'avait décidé. Le mardi à midi, il était plus pâle, plus froid que de coutume. Il ne pleuvait pas ce jour-là. Le ciel était d'un blanc de craie, avec seulement quelques fumées grisâtres qui accouraient du large et qui allaient s'accrocher aux falaises. Ses affaires étaient prêtes pour le lendemain. Fernande aussi était prête. Et quand il rentra, à midi, il la trouva qui bouclait sa petite valise en fibres. Elle paraissait étonnée, encore un peu inquiète. Au fond, elle n'avait jamais cru qu'il l'enverrait vraiment chez sa mère, car elle commençait à le connaître, et elle savait qu'il avait toujours le temps de changer d'avis. « Ça ne t'a pas rendu causant de devenir armateur », remarqua-t-elle comme il mangeait sans prononcer une parole. Pauvre imbécile, si elle avait pu se douter. Il la regardait avec de gros yeux troubles, mais maintenant il était trop tard pour reculer. Tant pis pour elle, tant pis pour eux, tant pis pour François Larmentiel et pour toutes les crapules de la terre. Faut que je te donne de l'argent. T'as le temps avant ce soir, non? Tu ne viendras pas me conduire à la gare? Tu me prendras à bord à 6 heures. Mais c'est prudent que tu aies déjà ton billet, des fois qu'on ne serait pas en avance. Et il posait de l'argent sur la table. Il se levait, regardait ailleurs, tout en répétant « N'oublie pas de passer prendre ton billet. » Si tu y tiens. Elle haussa les épaules. Elle ne comprenait pas. Elle avait flairé un danger. Elle l'avait observé 10 jours durant sans parvenir à deviner quoi que ce fût. Et, du moment qu'elle allait partir, c'étaient les heures les plus dures, les dernières, les heures d'attente. 10 fois, il enjamba le bastingage pour aller boire. 3 fois, il alla s'assurer que le Doris était amarré à un des anneaux du quai, de l'autre côté de l'écluse. « Les casiers, patron !» remarqua le vieux Pierre avant de prendre le car pour Benouville. « T'en fais pas, je m'occuperai de les relever. » Un mousse voulut ramener le Doris à bord, mais Émile se fâcha et lui cria de se mêler de ce qui le regardait. Il avait la tête si lourde que parfois il n'y voyait pas très clair. Il se sentait plus fatigué qu'après une campagne de 6 mois à Terre-Neuve, et il fixait méchamment la maison des Larmentiel. À 5h30, il alla boire encore, et il se cogna le genou contre une bitte d'amarrage en se faisant très mal. À 6 heures, il vit arriver Fernande avec sa petite valise jaunâtre à la main. Elle s'était mise en dame, avec un chapeau noir, et elle était ridicule. Elle avait fait croire à sa mère qu'elle était une femme convenable. Peut-être qu'elle avait un mari. Il ricana. « Tu montes ?» lui cria-t-il du bord. « Nous n'avons pas le temps. » Le train était à 6h20. Ils en avaient pour 10 minutes à gagner la gare. « Tu as ton billet ?» Il aurait été capable, si elle ne l'avait pas eu, de piquer une colère terrible. « Oui, dépêche-toi !» Il traînait, exprès. Debout sur le quai comme elle l'était, tout le monde pouvait la voir,
Tout le monde remarquait la valise. Tout le monde savait qu'elle partait en voyage. Cela, il l'avait combiné. Mais il fallait avoir l'œil à tous les autres détails, car c'était loin d'être fini. Heureusement, dans une tempête, par exemple, si on n'avait rien à faire, on crèverait peut-être de peur. Seulement, comme il faut veiller à tout, se battre avec les filins, avec les dallots, avec les pompes, avec toute une machinerie familière et méchante, on n'a pas le temps de penser, et ce n'est qu'après coup qu'on se sent les jambes molles et la poitrine vide. C'était pareil. Il pensait aux détails, rien qu'aux détails, et chaque geste viendrait à son heure. Encore un instant. Encore un ordre, un autre ordre à donner. Encore descendre dans la chambre du moteur, où il se trouva seul et où il resta un moment à se tenir le front à 2 mains. Allons. Le train sifflait déjà à la gare. Fernande marchait vite et c'était lui qui ralentissait leur allure. T'as pris de quoi manger? J'ai acheté de la charcuterie. Attends-moi une seconde. Il entra dans une boutique et demanda des oranges et des bananes. Pour Fernande, qui va voir sa mère, eut-il soin de préciser. Dépêchez-vous, elle prend le train dans quelques minutes. Il suait. Il avait, exprès, retardé sa montre de 10 minutes. Pas la peine de tant se presser, nous avons le temps. Il lui montrait sa montre, mais elle entendait le train qui sifflait. Attends-moi encore un instant. Je parie que t'as oublié du pain. J'en ai. De quoi boire? Je ne bois jamais dans le train. Ça donne encore plus soif. Il acheta des gâteaux, chercha longtemps de la monnaie dans ses poches, et enfin, quand ils ne furent plus qu'à 500 mètres de la gare, le train partait. Tu vois, dit-elle en posant sa valise par terre et en le regardant fixement. Je ne l'ai pas fait exprès. Je l'espère. Un mot malheureux qu'il avait prononcé, car il comprit, un peu plus tard, qu'elle y pensait. Pourquoi l'aurait-il fait exprès? Qu'avait-il voulu dire? J'en serai quitte pour prendre le train demain matin. La nuit était tombée peu à peu, et cela aussi avait été calculé. Ils avaient des chances de rentrer chez eux sans être vus. Personne d'autre n'habitait la maison. Je ne sais pas ce que t'as depuis quelques jours. Si c'est une poule et que je t'embête, vaudrait mieux le dire tout de suite. Il poussa la clé dans la serrure, la fit entrer. Il pensa à baisser le store avant d'allumer la lampe. On dîna avec les vivres qu'elle avait achetés pour les emporter, mais personne ne toucha aux oranges et aux bananes qui restèrent sur la toile cirée de la table. Il fallait encore attendre une demi-heure, que la nuit soit bien noire, que le port soit désert. Comme toujours quand elle rentrait, Fernande avait retiré sa robe. « Comme on s'épluche », lui disait-il. Un mouvement qu'il lui connaissait bien et qui, cette fois, lui serra la gorge. « Comme ça, j'irai te dire au revoir au départ du bateau. C'est drôle. Depuis que t'es armateur, j'ai l'impression que c'est fini, nous deux. À quoi penses-tu? » À rien. Au fait, ne te déshabille pas. Pourquoi? Je pense tout à coup que j'ai mes casiers à la mer. Le vieux Pierre est à Benouville. Si on ne les retire pas ce soir, ils seront perdus. Tu trouveras bien quelqu'un pour... Pas ce soir. Tu sais bien qu'ils sont tous chez eux. Tu me donneras un coup de main. Il évitait de la regarder, cependant qu'elle cherchait son regard. Dis donc, Émile, commençait-elle lentement. Quoi? Rien. Et il pensait, elle est méfiante, la garce. Tant mieux. Plus elle lui donnerait de fil à retordre, et moins il penserait. Il prit une bouteille dans l'armoire, se versa un grand verre d'alcool. Tu picoles ferme, hein, ces temps-ci. Si on te le demande, tu viens, oui ou non? Il se fâchait. Il était dur, méchant, exprès. C'est trop te demander, sans doute, de me donner un coup de main? C'est toi qui travailles, oui? C'est toi qui nous entretiens, peut-être? Elle enfilait de vieilles chaussures, une robe usée, cherchait son imperméable. C'est loin tes casiers? Près de la falaise d'Amont. T'aurais pas pu y penser plus tôt, et si je n'avais pas raté mon train? Ta gueule! Il fallait l'empêcher de penser, elle aussi. Il avait eu le tort, les 10 derniers jours,
d'être trop mou. C'est cela qui l'avait rendue méfiante. Bien. Leurs pas sonnaient dans la rue. Ils ne rencontrèrent que des ombres. Émile évitait les becs de gaz. Le bateau, amarré sous un escalier de pierre, se soulevait au rythme de la respiration de la mer. « Descends !» Il ne la voyait qu'indistinctement, mais il sentit qu'elle hésitait et il fut pris de rage. « Tu descends, oui ou non ?» Elle murmura quelque chose entre ses dents et il se demanda quoi, sans oser la questionner. « Assieds-toi à l'arrière. » Il largua le bout, s'arc-bouta contre les pierres du quai et le Doris glissa vers le chenal, emporté doucement par le jusant. Il installa les avirons dans les tolets, s'assit sur le banc de nage. Le phare tournait au-dessus de leur tête. Les petites lumières jaunes des quais s'éloignaient, les devantures éclairées des cafés et une humidité noire et bruissante les happaient toujours davantage. Il était trop tard pour penser. D'ailleurs, il n'en avait pas l'envie. Tout était décidé, et on aurait dit que cette décision, c'était un autre que lui qui l'avait prise. Maintenant, il avait une tâche à accomplir, un point c'est tout. Une tâche difficile, désagréable. Mais il était un homme, et il ne s'était jamais dégonflé. Ce qui le gênait, seulement, c'était de sentir Fernande immobile et de se dire qu'elle devait le regarder fixement. Elle tournait le dos au port et aux vagues halos lumineux qui en émanaient. Lui, au contraire, tendu sur les avirons, devait lui montrer, en se découpant sur l'obscurité, un visage légèrement laiteux. Il s'efforçait de garder ses traits rigides, son regard sans expression. « T'es devenue muette, oui ?» Car elle ne disait pas un mot, ne bougeait pas. « T'as pas entendu que je te parle ?»« Si. Alors ?»« Alors, rien. » Elle avait peur. Il fut certain qu'elle avait peur. Sa voix n'était pas sa voix habituelle. Elle ne tremblait pas, mais le son n'avait pas l'air de sortir de sa bouche. Encore quelques minutes. Dès qu'ils auraient contourné la dernière falaise, ils seraient dans la nuit complète, et tout était préparé dans le Doris. Pour tout le monde, elle était partie. Elle avait pris son billet à la gare, l'après-midi, quand il n'y a personne et que l'employé a tout le temps de remarquer ses clients. Elle était assez connue. Le soir, dans la bousculade, on pouvait fort bien ne pas l'avoir vue monter dans le train. « Tu n'as pas froid ?» questionna-t-il. C'était le silence qui lui était insupportable. Cette fois encore, elle ne répondit pas, et cela le tracassa. Il se demanda ce qu'elle pensait. Il commença à avoir peur à son tour. « S'il y a quelques homards, tu pourras les porter à ta mère. » Il eut honte de ces mots-là, mais il fallait absolument trouver quelque chose à dire pour rompre le bruit monotone des avirons. Dans une heure, il avait placé lui-même une gueuse de fonte dans le fond du Doris, et un filin. Il y avait un marteau sous son banc. Puis, c'était décidé. Il n'y avait plus à y revenir. « Écoute, Fernande. »« Quoi ? Tu ne vois pas un signal à gauche ?» Car il n'était pas loin de l'endroit où il avait posé les casiers. « Je ne vois rien. »« Un peu plus à gauche. » Sa voix blanchit. Il ne pouvait plus attendre. Il était pris d'une sorte de vertige, et il fallait en finir tout de suite. Il lâcha les avirons, saisit, sans bruit, le marteau sous le banc. « Plus à gauche, regarde bien. Tiens, là-bas. » Il était debout dans le Doris. Il s'avançait vers l'arrière. Il répétait obstinément « Tu ne vois rien ?» Quand il serait juste derrière elle, il n'aurait qu'à frapper. « Tu ne vois rien ?» Elle lui tournait le dos. Il en était persuadé. Il faisait trop noir pour en être sûr. Il leva le bras.
Ce n'était plus que l'affaire de quelques dixièmes de seconde. Mais, à ce moment précis, il sentit quelque chose qui glissait le long de son corps. Il faillit perdre l'équilibre. Fernande avait brusquement changé de place. Elle s'était précipitée vers l'avant, avait enjambé les bancs. Et elle avait prononcé un mot, un seul, qui continuait à lui bourdonner dans les oreilles. Crapule! Elle restait debout, face à lui, à l'autre bout du Doris, et il s'aperçut que son bras était encore levé. Il le baissa, laissa tomber le marteau. C'était fini. C'était raté. Il était tout froid maintenant, tout bête, à ne savoir que faire, et il eut même un instant envie de demander pardon. L'idée ne lui venait pas de la poursuivre au bout du Doris, de l'attaquer en face, d'en finir malgré tout, ce qui était facile puisqu'il était le plus fort. Elle le savait si bien qu'elle n'avait plus peur. Elle constatait seulement « Je me doutais de tes manigances ». Le flot les balançait. Ils frôlèrent le gros cône de liège qui servait de signal à un des casiers. C'était bien le moment de relever les casiers. Et pourtant, il eut un mouvement comme pour s'en saisir au passage. « Tu peux te remettre aux avirons. » Pour cela, il devait s'asseoir et lui tourner le dos. Il hésita. Il eut presque peur à son tour. « Dépêche-toi, j'ai froid. » Alors, il s'assit et empoigna les lourdes rames. Le phare continuait à tourner dans le ciel. On entendait le murmure du ressac au pied de la falaise. Il ne disait rien. Il ne pouvait rien dire. C'était effrayant. De la sentir derrière lui, silencieuse, elle aussi, le regard sans doute fixé sur la tache noire de son dos massif. Une telle détresse le submergeait, une telle humiliation surtout, une telle conscience de son sort misérable, qu'il était persuadé que nul homme n'en avait connu de pareil. Il aurait pu pleurer bêtement, doucement, comme un enfant. Il aurait pu balbutier des pardons, et il ne faisait rien que ramer en cadence, sans savoir où il était, avec derrière lui Fernande, qui, à cette heure-ci, aurait dû être morte et qui le savait. Cela dura des siècles. Elle ne disait rien, et il ne disait rien. De temps en temps, il se retournait pour apercevoir les fanaux verts et rouges des jetées. Entre les pilotis, la nage se fit plus pénible, à cause du jusant qui les poussait vers le large. Enfin, ils approchèrent du mur gris, de l'escalier presque entièrement découvert, dont les marches inférieures étaient gluantes de mousse verdâtre. Elle n'avait plus peur. Tandis qu'il tenait l'anneau, elle passa une fois de plus tout près de lui, le toucha, fit une enjambée et se trouva sur la terre ferme. Elle monta, sans se retourner. Elle ne lui avait pas dit où elle allait. Il se demandait s'il devait la suivre. Il ne savait plus rien, et, comme un vieux matelot abruti, il remontait avec le bout qu'il lovait à un anneau, après avoir rangé avec soin les avirons au fond de l'embarcation. Elle marchait sur le quai. Il entendait son pas qui s'éloignait. Soudain, il tressaillit. Elle tournait à droite. Elle s'engageait dans la rue d'Étretat. Alors, il eut la certitude qu'elle rentrait chez eux, et il resta longtemps, tout seul sur le quai, les bras ballants, le dos tourné à la masse noire des chalutiers où brillaient quelques petites lumières. Il y a des phrases, comme ça, qui s'imposent à l'esprit comme la ritournelle d'une chanson oubliée, qui vous obsède et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Je savais bien que ce serait l'un ou l'autre. Il remâchait stupidement ces mots sans savoir au juste ce qu'ils signifiaient. Et pourtant, pour lui, c'était, il en était persuadé, la conclusion logique de ce qu'il venait de vivre.
la conclusion de toute son existence, de l'existence d'Émile. Cela se rattachait, il le savait, à des choses vécues, qu'il était incapable de préciser, car il avait la tête trop vide. Ses fantômes du matin et ses fantômes du soir. Le matin, quand il se levait et qu'il trouvait Fernande en savate dans la cuisine, quand il se disait qu'il fallait en finir, coûte que coûte. Mais à quoi bon penser, maintenant? Les autres, les fantômes du soir, quand il plaignait le petit Émile qui avait fourni tant d'efforts et qui était devenu un homme. Il avait envie de boire. Il avait une soif d'ivrogne, un besoin de boire encore. Mais les cafés du port étaient fermés et les rues étaient vides, avec seulement quelques lumières aux fenêtres des étages. Des malades qu'on soignait ou des gens qui ne pouvaient pas dormir, peut-être des morts qu'on veillait ou des femmes qui accouchaient. Il ne savait pas. Cela n'avait pas d'importance. Il était vide. Il ne tenait plus à rien. Il n'était plus attaché à rien. Mais il avait soif, et il ne pouvait pas rentrer chez lui pour vider la bouteille qu'il avait remise dans l'armoire au moment de s'en aller. « Il me semble que tu picoles beaucoup ces temps-ci, Émile. » Était-ce cela qu'elle avait dit? Peu importe. Il avait soif, et il faillit aller donner de grands coups dans les volets de Léon pour le faire lever. Léon lui devait bien cela. Combien de milliers et de milliers de petits verres avait-il bu chez lui? Hein? S'il fallait compter, à 10, à 20 par jour, et ceux qu'il offrait, car il avait la tournée facile, pas par bonté, pas par générosité, parce qu'il était un homme, parce qu'il était Émile, et qu'Émile était capable de payer à boire à n'importe qui. Il marcha. Il espérait toujours trouver un peu de lumière filtrant à travers des volets, mais tout était fermé, tout était noir. Et alors il pensa au seul endroit encore ouvert, là-bas, au fond du bassin, la maison où il avait connu Fernande, le bobinard où il avait passé tant de nuits. Il poussa la porte à claire-voie de l'estaminet, et il resta un bon moment debout dans la lumière rougeâtre, à regarder deux femmes, une en chemise bleue, une en chemise jaune, une brune et une blonde, qui tricotaient sur la banquette. « À boire !» commanda-t-il avant de s'asseoir. Il avait soif. Il avait besoin de boire tout de suite pour remplir ce vide insupportable qu'il sentait en lui. « Tu ne t'assieds pas avec nous ?» Il les regarda de loin, de haut, avec une suprême indifférence. Et, quand on apporta la bouteille et les verres, il saisit la bouteille sur le plateau, malgré le mouvement de résistance de la serveuse, colla les lèvres au goulot et aspira le liquide à peine doré. Ben mon vieux! On voyait baisser dans la bouteille le niveau de l'alcool, et il buvait toujours, à en perdre haleine. Après quoi il laissa tomber tout simplement le récipient sur le sol, où il se brisa. Cela allait mieux. Des bouffées chaudes lui montaient à la tête, mais il était si harassé qu'il fut obligé de s'asseoir. « Qu'est-ce que t'as, Émile? Ça ne va pas avec Fernande ?» Il ne ricana même pas. Et pourtant il en avait envie. C'était tellement loin. Et les deux femmes étaient si minuscules, comme tout au bout de jumelles qu'on tient à l'envers. Il riait en dedans, tout seul, parce que personne d'autre ne pouvait comprendre. Émile, le petit Émile. Émile est foutu. Encore une phrase qui lui vint comme ça, et qu'il se répétait à lui-même. Le petit Émile était foutu. Et après? T'offres quand même à boire? Un geste large et vague. Qu'est-ce que tout cela pouvait lui faire? Bon Dieu! À boire aussi, balbutia-t-il. Sa tête était si pesante qu'il faillit la laisser tomber sur ses bras. Et alors, sans doute qu'il se serait endormi là, sur la table, d'un sommeil si pesant que personne n'aurait été capable de le réveiller. Il y avait des peintures au mur, des femmes nues, mal dessinées comme à la foire, et des anges joufflus dans un ciel bleuâtre. Je savais bien que ce serait l'un ou l'autre. Il tressaillait. Il ne se souvenait plus. Qu'est-ce qu'il avait décidé?
Qu'est-ce que cette phrase-là voulait dire? Il s'y accrochait comme à un oracle. Il avait conscience qu'il avait encore une tâche à accomplir cette nuit-là. Mais laquelle? Il but encore des petits verres dont il renversait la moitié sur son chandail. « Je vais puer l'alcool », dit-il à voix haute. Et il se rendait compte que les femmes commençaient à avoir peur de lui, qu'une d'elles, celle en chemise jaune, allait chuchoter dans un coin, près du comptoir, avec la sous-maîtresse. « Je suis inoffensif », déclara-t-il pesamment en essayant de rire. Pour elle, en tout cas. Pour le reste, il lui fallait essayer de se souvenir. Ce sera l'un ou l'autre. Voilà. Est-ce qu'il était un homme, oui ou non? Est-ce qu'il était Émile? Est-ce qu'un Émile se laisse manœuvrer comme ça par une poule mouillée? Oui ou non? On verrait. Ce sera l'un ou l'autre. Fernande était rentrée chez eux. Et ça, c'était chic. Jamais il n'aurait cru qu'elle serait si chic. Ou plutôt si. Fernande, c'était sa femelle, et ce n'était pas pour rien qu'il l'avait choisie. La preuve, c'est qu'elle n'avait pas eu peur. Les crapules, c'était l'un ou l'autre, cria-t-il en frappant du poing sur la table. Et il se leva. Il se heurta à l'angle d'un mur. Il tira toute une poignée de petits billets de sa poche, parce qu'un homme, un vrai, ça ne s'amuse pas à arranger les billets dans un portefeuille comme des livres dans une bibliothèque. Voilà comment il était. L'un ou l'autre, cria-t-il encore au moment où la porte à claire-voie se refermait derrière lui. Il zigzaguait un peu. Il le savait. Mais je ne suis pas soûl. S'il avait été soûl, il s'en serait rendu compte. Il était fatigué, atrocement fatigué. Seulement, il n'était pas encore temps d'aller dormir. Il ne pouvait pas rentrer comme ça, se coucher à côté de Fernande. L'un ou l'autre. Devant la maison des Larmentiel, il faillit hurler « Et François, descends donc !» Mais il était bien élevé. Brut peut-être, parce qu'il était un homme. Bien élevé malgré tout. La police ne l'avait jamais ramassé comme tant d'autres dans la rue. Il était poli avec les agents, même quand il avait bu le double de ce qu'il venait de boire. Il sonna. Il sonna 2 fois, 3 fois, en regardant les fenêtres qui s'obstinaient à rester noires. La colère commençait à l'envahir. Puisque j'ai dit l'un ou l'autre. Les fantômes du soir. Cela ne regardait personne que lui. Il se comprenait et cela suffisait. Allons, François. Qui est-ce qui ouvrirait? Une bonne? Ils avaient au moins 3 bonnes dans la maison. Des petites niaises de 16 ans, qu'on payait mal et qui avaient toujours l'air d'avoir pleuré. Ces gens-là, c'est comme ça. Ça ne paie pas. Ça vous dit? Je suppose que vous n'allez pas rester avec Fernande. Ça vous offre un gros cigare, après un regard en coin au notaire Chave. Puis ça vous appelle la jeune fille comme au claque, la sous-maîtresse. Il donna un coup de pied dans la porte, un tout petit coup de pied de rien du tout, pour leur apprendre à ouvrir quand des gens viennent poliment tirer leur sonnette. Juste à ce moment-là, une voix demanda, derrière lui, tout près, « Qui est là ?» C'était la voix de François, de monsieur François Larmentiel, qui était enfin descendu et qui devait trembler dans son pyjama à rayures. Car Émile était sûr qu'il portait un pyjama à rayures comme on en voit aux vitrines des chemiseries élégantes. « Émile !»« Comment ?»« Émile que je dis. C'est moi, Émile. J'ai besoin de vous parler. » L'autre tripotait des verrous, une chaîne de sûreté, tournait une clé dans la serrure, pendant qu'une sorte de sérénité envahissait Émile. Comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? C'était celui-ci le plus facile. L'un ou l'autre. Une fente laissait passer de la lumière. On entrevoyait un visage inquiet, des cheveux en désordre. « Laissez-moi entrer. » À regret. Vraiment à regret.
François Larmentiel s'éloignait en hésitant de la porte. « Qu'est-ce que... » Les bonnes, au troisième, n'entendirent rien. Peut-être qu'au premier, madame Larmentiel entendit du bruit, mais pas beaucoup, celui d'une chute sur les carreaux. Après, la porte se referma. Des pas s'éloignèrent. C'était Émile qui s'en allait, et qui avait mal au doigt, car il avait dû serrer très fort. C'était beaucoup plus dur qu'il n'avait cru. Enfin, il y était arrivé, et maintenant il se hâtait vers la rue d'Étretat. Il y avait de la lumière à une fenêtre du premier, celle de la chambre, dans sa maison. Fernande n'était pas encore endormie. Tant mieux. Et lui avait toujours sa clé dans sa poche. Il tâtonnait un peu avant de trouver le trou de la serrure. Qu'est-ce qu'elle pensait en l'entendant rentrer? Est-ce qu'elle avait encore peur? Sûrement non. C'était sa femelle, et cela, elle avait dû le comprendre tout de suite. Il referma la porte, ses gestes étant hésitants, encore que précis. Il prenait son temps. Désormais, il avait tout son temps devant lui. Et encore de reste. Il chercha le commutateur et se souvint que la lampe de l'escalier était grillée. Il monta à tâtons. L'un ou l'autre. Elle ou lui. Est-ce qu'il ne valait pas mieux que ce soit lui, que ce soit le salaud qui lui avait mis des idées dans la tête? Il chercha le bouton, poussa la porte, et il la vit sur le lit, en chemise, qui le regardait tranquillement entrer. Il avait envie de lui dire quelque chose, de lui apprendre la nouvelle, mais il ne trouvait pas les mots tout de suite. Il ne savait pas comment s'y prendre, et il commença par retirer ses bottes. Il lui fallut du temps, puis pour sa vareuse, pour son pantalon. Elle le regardait. Il se réjouissait de la surprise qu'il allait lui faire. « Émile, vois-tu, c'est un homme, et un homme, ça ne se dégonfle pas. Avec sa femelle passe encore, mais avec un François Larmentiel, non. Ou alors... » Il enleva ses tricots par-dessus sa tête et il se trouva en caleçon, sans honte, au milieu de la chambre. « Pousse-toi, » dit-il en s'approchant du lit. Et, comme elle ne bougeait pas, comme elle le regardait toujours, en essayant de comprendre, il laissa tomber enfin, sans pouvoir éteindre une flamme d'orgueil qui brillait dans son regard. « N'aie pas peur, va. Je l'ai tué. Émile, vois-tu, Émile, c'est... » Il s'étendit avec un soupir de soulagement à côté du corps déjà chaud de Fernande. Puis, longtemps après, les yeux fermés, avec un peu d'eau trouble qui suintait entre les paupières, il balbutia « Ils viendront me chercher demain matin. Faut pas t'en faire. »